Donc bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à nos rencontres de la boutique. Ça fait plaisir de voir autant de monde et puis on s'y attendait un petit peu parce que ce soir on a un bel invité, Arnaud Desplechin, qui est déjà venu, pour les fantômes d'Ismaël. Les fantômes d'Ismaël. Et on avait une belle discussion, et puis on remet ça avec le dernier film, Roubaix, Une lumière. Alors je fais toujours un petit rappel, parce que j'imagine toujours que dans le public, il y a des gens qui ne connaissent pas, ou qui ne connaissent pas, qui ne connaissent peut-être pas aussi vos films. Donc petit rappel, alors, j'étais né à Roubaix, à Roubaix. C'est des dates jalons comme ça, mais votre formation au cinéma se fait à l'IDEC, début des années 80, et vous faites partie de cette génération, ce qu'on appelle la troisième génération post-nouvelle vague, avec toute cette vague de réalisateurs, Pascal Ferrand, Éric Rochant, Noémie Lossy. De la même génération, on a aussi Xavier Beauvois, François Ozon. Il y a un producteur aussi avec qui vous êtes lié, Pascal Cocheteux, Why Not Production. Donc voilà, c'est toute cette famille de cinéma qui a accompagné votre carrière, et également une famille de comédiens, Mathieu Amalric, évidemment, qu'on trouve dans vos films régulièrement, une sorte d'Antoine Doinel, un peu, Emmanuel Devos, Emmanuel Salinger, Thibaut de Montalembert. Donc je fais un rappel assez sec comme ça de votre filmographie, qu'on ait tout ça un peu en tête. Donc 1991, De la vie des morts, 1992, La Sentinelle, 1996, Un fantôme, c'est pas style. 1996, Comment je me suis disputé. 2000, Esther Kahn. 2003, Léo en jouant dans la compagnie des hommes. 2004, Rois et Reines. 2007, L'Aimé, documentaire. 2008, Un conte de Noël. Je ne cite pas les castings, mais bon, j'imagine qu'on a tous un peu ça en tête. Rois et Reines, Emmanuel Devos, Mathieu Amalric, Catherine Deneuve. Un conte de Noël, un casting assez pléthorique. Donc voilà, la liste est longue. 2013, Jimmy P, psychothérapie d'un Indien des plaines avec Benicio del Toro et Mathieu Amalric. 2014, La forêt, un téléfilm que je n'ai pas vu. 2015, Trois souvenirs de ma jeunesse, avec une jeune génération de comédiens que vous avez débusqués, découverts. 2017, Les fantômes d'Ismaël avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charles Gainsbourg. Et 2019, Roubaix, Une lumière, Roger Dizem, Sarah Forestier, Léa Seydoux. Voilà. Alors, avant de parler de Roubaix ou d'en venir tout de suite à Roubaix, alors Roubaix a un prix, je crois, le prix Jacques Deray, il y a eu un prix qui a été... Oui, je crois que je n'ai pas le droit de dire, mais on a eu le prix à l'Institut Lumière, et on a eu le prix Claude Chabrol aussi, et j'étais très heureux parce que hier, Rochdy a eu le ciel et lumière, c'est la presse étrangère, avec le prix du meilleur acteur. D'accord. J'étais à ses côtés, tout à fait. Bon, ça, c'est des choses qui font plaisir, j'imagine. Non, je voulais vous remercier parce que préparant la rencontre, j'ai regardé les bonus et j'ai découvert, vous m'avez fait découvrir un film qu'on m'avait déjà conseillé, que je conseillais à tout le monde, The New Centurions, de Richard Fleischer, qui est un très grand film. Très très grand film. J'ai oublié la date de sortie. 71. 71, oui. C'est un film visionnaire qui est un film de la même manière que Roubaix, Une lumière est basé sur le documentaire de Moscou Bouko. Alors, voilà, on en reparlera. Ce film est basé sur un livre écrit dans ce style journalistique américain très typique, pas la Truman Capote, mais enfin, vous voyez, tout réel, par un flic. C'est écrit par un flic, et c'est une succession de petites histoires, enfin, c'est les Stacy Keach et George C. Scott qui jouent le flic, Stacy Keach étant un New Centurion et l'autre étant The Old Centurion, et ils sont à Los Angeles et le film est incroyablement visionnaire.
Ça s'est tourné en 71 et vous avez déjà l'affaire Rodney King, les émeutes, le truc. Vous avez tout ce qui peut habiter le désarroi de Los Angeles, vu avec 15 ans d'avance, dans un film incroyablement violent, très drôle. Violent, mais après, avec un traitement de la violence très à plat. Très Ici, il était très sec comme ça. C'est factuel, tout est factuel. C'est des faits. C'est une chronique. C'est une chronique, et le film, dès son ouverture, qui est splendide, avec l'entraînement, il fait penser à la jaquette, l'entraînement. Et le film est vraiment un très grand film de Fleischer. Il a fait énormément de grands films. Mais c'est un de ses 5 meilleurs. C'est un film très singulier et c'est vraiment à découvrir. C'est une merveille de cinéma. Donc voilà, merci pour ça. Parfois vous venez, on se conseille les films, mais là, bon, ça a été un choc pour moi. Donc Roubaix, on revient à ce film-là. Alors parlez-nous peut-être de ce documentaire, dont j'ai oublié le nom. Roubaix Commissariat Central. Roubaix Commissariat Central de Moscou. Voilà. Qui est celui qui a fait, je pense à ça parce que dans les films de l'année qui m'ont nourri et qui m'ont vraiment rempli de joie, il y avait le traître de Bellocchio qui traite le même sujet que le dernier film de Moscou Boucou qui avait été diffusé sur Arte, qui a fait un merveilleux, qui est un film en 2 parties sur les Corleone, sur la mafia à Corleone. C'est les mêmes, sauf que dans le film de Moscou Boucou, vous voyez les vrais bandits, enfin mafieux, devant les interviews, et c'est rejoué par des acteurs dans le film de Bellocchio. Et en fait, c'est un peu le chemin que j'ai emprunté. J'avais envie, après... je vous en parle, on est parti, on est parti. Allons-y. Après les Fantômes Ismaël, qui était à plein d'égards un feu d'artifice de fiction, je faisais assaut de fiction dans tous les sens. J'avais envie de faire un film sans aucune fiction. Je ne savais pas encore lequel c'était, je ne savais pas vers lequel j'allais me tourner. On a travaillé longtemps sur 2 projets. Un projet, et c'était autour d'institutions. Sûrement, je pensais très fort à Wiseman, qui est le documentariste américain, Frédéric Wiseman, que j'adore, sans réserve. Ex Libris, peut-être vous l'avez vu, qui est un chef-d'œuvre absolu, et j'ai la chance que ce soit un ami. Voilà, et je pensais à ça, c'est-à-dire de filmer le réel à travers une institution. Et je me disais, est-ce que c'est à l'hôpital de Roubaix ou le commissariat de Roubaix? Je me suis souvenu de ce documentaire que j'avais vu par hasard, qui était introuvable pour des raisons juridiques, pour protéger les victimes et les coupables. Le film est interdit de diffusion aujourd'hui. Et que j'avais vu un soir en rentrant à la télé, chez moi très tard, du travail. J'arrive à 11h, j'allume sur Arte, sur la 3, je ne sais plus, je vois Roubaix Commissariat Central. Je me dis, ok, c'est pour moi, donc je regarde, et le film m'avait vraiment hanté. Et donc, je me suis dit, voilà, c'est ça, je vais baser tout un film là-dessus, que là-dessus. Alors, dans la réalité, dans le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il y a 2 flics, Antoine Reynard qui joue un jeune flic, et Daoud qui joue le commissaire, Roche Dizem. Et il y avait un commissaire qu'on voyait dans ce documentaire très charismatique, qui était le premier commissaire d'origine algérienne à Roubaix. Qui était le personnage central. Mais qui n'a jamais rencontré les 2 femmes suspectées de meurtre, qui n'a jamais rencontré Forestier et c'est tout. Et donc l'idée de la fiction, c'est en même temps un désir de fiction. Et qu'est-ce que ça donnerait si Daoud rencontre les 2 femmes, quel type de rapport il entretient avec ces 2 femmes, et pourtant de respecter autant que faire se peut à la lettre le texte, c'est-à-dire de dire tout fait texte pour moi dans ces mots humbles que j'ai juste attrapé comme ça par la caméra qui était là par hasard, un peu par hasard, puisque Moscou pensait pas raconter cette histoire-là, il pensait juste suivre la vie quotidienne d'un commissariat, et voilà qu'un meurtre arrive pendant qu'il est en train de faire le documentaire, et donc de respecter vraiment les transcripts comme ça. Mais le verbatim. Les verbatim du truc. Et le documentaire était très étonnant, et j'espère qu'on lui a rendu hommage, mais à travers l'obsession de Daoud de ne pas vouloir d'avocat, c'est que si vous voulez, ça se trouvait dans une non-zone juridique, puisque c'est à Roubaix. Donc si vous voulez, d'habitude, c'est que des trucs qu'on ne peut pas filmer. Donc tout ce que vous voyez dans Roubaix et Lumière, c'est des choses qu'on ne voit pas, parce que c'est interdit de les filmer. Mais là, comme c'était à Roubaix, si vous voulez, c'est le Far West. Donc, bon,
voilà, Moscou Beaucoup a filmé des trucs qui sont, voilà, d'où les difficultés juridiques après pour la distribution du film, et qui ont été phénoménales. Alors, vous avez le miel, mais on va parler peut-être du travail d'écriture, du travail du scénario avec Léa Missius, deuxième collaboration. Vous avez travaillé sur Fantôme d'Ismaël avec elle. Parlez-nous de ce travail d'écriture à quatre mains, avec ce support documentaire, avec elle. Comment ça se fait? Est-ce que ça s'est tricoté? Ben, ça s'est tricoté autour de... C'était difficile parce que je tenais... Il y a un petit peu... je voulais pas... Nous servait The New Centurions, qui a été d'une très grande aide, mais aussi beaucoup de Rongman, Le Faux Coupable de Hitchcock, qui était vraiment... C'est un Hitchcock incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu de Rongman, Henry Fonda, c'est juste... L'année d'après, il fait 12 hommes en colère, c'est ça? C'est effrayant, la performance qu'il fait. Mais là, c'est génie. C'est génie. Et donc, si vous voulez, on ne voulait pas ajouter trop de... Je me disais que la télévision faisait ça, elle faisait très bien, de rajouter, vous savez, un divorce, un enfant, la garde partagée, le truc, de rajouter des vies privées aux flics. Je me disais, non, il faut être plus Weismannien, on raconte l'institution, on raconte les flics que quand ils font leur travail, on ne connaît pas leur vie privée, on raconte. Donc, si vous voulez, on avait très peu d'éléments que je pouvais rajouter pour décrire l'intériorité des personnages. Alors, et il y a énormément d'ennemis quand on s'attaque à un film comme ça, un polar. Il y a tout le film noir, les téléfilms. C'est un chemin qui a été. Est-ce que vous vous dites tout de suite il faut que je fasse quelque chose d'autre, quelque chose qui n'a pas été fait, ou est-ce que c'est une préoccupation, ou vous avez votre film directeur comme ça? Je l'ai chassé un peu, mais c'est vrai qu'il y a on a trouvé avec Léa Missius, qui est une amie et qui est une cinéaste de grand talent. Et on a trouvé la façon, si vous voulez, de peindre l'intériorité des personnages sans leur rajouter des accessoires scénariques. D'essayer d'aller vers d'être un peu plus melvillien, d'avoir des figures plus iconiques que ça. Et donc ça s'est concentré pour Daoud autour des courses de chevaux. Alors on ne sait rien de lui, il n'a pas de vie. De toute façon, il n'a pas de vie. Quand on voit chez lui, c'est un désert. Mais il aime les chevaux. Il aime les chevaux. Alors, et du coup, vous savez, comme souvent on fait dans les scénarios, c'est pas tellement ce que vous inventez que toute l'exégèse que vous faites de ce que vous inventez. C'est-à-dire, elle aime les chevaux, mais pourquoi? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est une bonne idée? Et c'est tout ce travail d'exégèse qu'on faisait avec Léa qui peut un peu nourrir et renforcer. Vous voyez, il y avait un travail de concision. Et puis, maintenant, je dois vous dire, je peux pas, j'ai jamais voulu écrire ça. Jamais. Et c'est ma modestie. Et maintenant, quand j'écris, c'est moi qui écris tout. Voilà, donc je ne sais pas bien comment ça se passe. Alors, je demande des volontés, mais je réécris tout. Le truc, il faut que ça passe par mes mains sur le clavier pour que j'arrive à m'approprier le matériel. Et pourtant, j'y serais pas arrivé sans l'acuité du regard de Léa, très certainement. Et c'est une réalisatrice et une scénariste d'une autre génération aussi. Ça, c'est important oui, pour vous de vous nourrir de... Oui, j'y tenais pour plein de raisons. Mais ça m'intéresse de travailler avec des gens où on ne partage pas les mêmes régimes cinéphiles, où on n'a pas les mêmes fascinations pour les mêmes films, on n'a pas la même façon de regarder le cinéma d'aujourd'hui ou d'hier. Et du coup, ça me nourrit, parce qu'on est en désaccord, donc c'est des accords heureux. Des désaccords heureux, c'est un synonyme de l'amitié, c'est super. Ça se passe à Roubaix, qui n'est pas une ville anecdotique pour vous, et en même temps qui est une ville... Que j'avais jamais filmé. Mais que vous n'aviez jamais filmé, mais dans Trois souvenirs, il est question de Roubaix quand même. Oui, dans Noël, il est dans La vie des morts, mais c'est toujours, si vous voulez, j'ai souvent peint des personnages qui ont des vies un peu protégées. Je peux penser à je pense confusément à deux choses. Je peux penser à ma propre enfance, aussi j'essaie de me souvenir. Mes parents avaient des métiers normaux, voilà. Mais ils avaient la chance d'habiter une maison. Alors j'avais une chambre, j'ai le souvenir, je ne sais pas, moi, de l'âge de 9 ans à l'âge de 17 ans, quand je me suis enfui, je suis resté enfermé dans ma chambre à regarder la télé, à lire des livres. Et c'était une ville que je ne connaissais pas. Et souvent, quand je pense à la ville d'où je suis originaire, qui est une ville algérienne, pas maghrébine, mais vraiment algérienne, c'est un tropisme, alors que Tourcoing n'est pas comme ça. Croix est différente encore, Lille est très différente.
Mais Roubaix, c'est vraiment une ville qui est marquée par cette culture-là. Et à chaque fois, je pense, j'ai habité là-bas à 17 ans et je ne parle pas arabe. C'est ridicule, je n'ai pas vécu ma vie. Je n'ai pas vécu dans le territoire dans lequel je suis né. Et ce film m'a permis d'habiter. C'est une ville qui est brutale, que je trouve délicieuse aussi. Mes parents y habitent encore. Et qui est très paradoxale, et l'Inde, avec ce film-là, ça me permettait de me plonger avec des gens qui n'ont plus de défense, qui n'ont pas de protection, ils n'ont pas de chambre où ils peuvent lire des livres, regarder la télé, ils n'ont pas ça. Je pense en particulier aux deux femmes qui sont démunies. Et est-ce que moi, j'étais capable de parler, peut-être pas pour elles, mais en tout cas de les écouter, d'écouter des gens qui ont des conditions de vie limites. Qui sont à la limite, qui vivent des cas de paupérisation très fortes comme ça. Et donc de filmer un Roubaix que j'avais jamais su aborder de cette façon jusqu'à maintenant. C'était une ville que je représentais de manière un peu féerique ou fantaisiste. Et c'était d'embrasser cette réalité, c'était ce que je voulais faire avec ce film. Alors, voilà. Je change de pile, je change de volume. Ouais. Mais en même temps, on va baisser un petit peu. C'est celui-ci qui fait un Marcel. Ouais. Alors, et en même temps, on est dans du... on n'a pas d'Arnaud Desplechin, c'est-à-dire qu'il y a une extraction documentaire, comme ça, à travers le casting, un casting précis, et en même temps, on a du cinéma, du romanesque, une forte référence cinéphilique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ces deux milieux qui cohabitent. Pour parler du casting, pour moi, c'est une question que je me suis posée, où je trouve qu'il y a des personnages secondaires que je trouve très justes, et la question que je me pose, pardon. L'une d'entre elles. Ah oui, ben voilà, félicitations, mais je trouve qu'il y a des... ça nourrit vraiment l'aspect documentaire, mais plus que ça, il y a une confrontation, il y a une sorte d'être comme ça, que je trouve très intéressant. Et je me suis posé la question, parce que quand j'ai une scène avec Léa et Sarah Forestier, je bascule dans la fiction, je suis dans le cinéma français, je me suis posé la question de cette cohabitation. Et de la pertinence, pas de la pertinence, mais voilà, parfois pour moi ça accroche ou je ne sais pas. Donc je pense que c'est une question que vous êtes posée, de faire cohabiter et pas des gens du cru, mais voilà, des gens qui ne sont pas professionnels du cinéma et de très grandes comédiennes qui sont là dans la composition, dans quelque chose, dans un registre psychologique, dans l'accouchement d'une vérité, d'une parole, on va en parler, mais voilà. Je vous reprends le micro. Ah oui, parce que celui-là ne marche pas. Ouais. Je peux vous le garder si vous voulez. Alors, quand je l'écris, je ne savais pas que je jouerais avec des acteurs naturels. Je ne savais pas. Mais quand j'écris, et puis voilà, c'est parce que j'ai aucune idée de découpage, j'ai aucune imagination visuelle, je n'ai aucune. Je me suis dépourvu, j'écris. Et j'essaie d'écrire des trucs qui soient surprenants, bizarres, et voilà. Je ne tenais pas à faire un film documentaire, bien sûr, je tenais à montrer que les personnages, et c'est le premier truc que j'ai fait, ce micro m'encombre, c'est le premier truc, c'est parce que je parle avec mes mains, je suis désolé. Et c'est le premier truc que j'ai fait, c'est j'ai envoyé un ami, un Roubaix, faire des enquêtes, pour moi, vraiment, parce que c'est un travail que je ne sais pas faire. Mais je suis encore cet enfant un peu terrifié par la vie, j'ai du mal à parler, j'ai du mal. Voilà. Et j'ai envoyé un ami, Alexandre Nazarian, qui allait là-bas et qui rencontrait des gens dans les hôpitaux, des médecins sociaux, des gens des services sociaux, des flics, des commissaires qui a visité tous les commissariats du coin, etc. Et pas tellement sur ce fait divers-là, mais sur c'est quoi la vie aujourd'hui pour nourrir un scénario. Et je disais, moi je suis pas bon pour faire ça. Donc envoie-moi des trucs et tous les soirs m'envoyer ces comptes rendus de journée. Et moi je restais à Paris. Et je m'étais dit, je commence pas à écrire une ligne tant que je n'ai pas relu en entier Crime et Châtiment, que j'ai lu bêtement trop jeune. Et je l'ai relu. Je l'ai relu dans une traduction que j'ai moins aimée que celle que j'ai lue quand j'étais petit. Alors après, j'ai lu dans une autre traduction. Quel âge je sais pas, j'ai 16 ans, quoi, ah, oui, un truc comme ça, 15-16 ans. Et donc, oui, à 15 ans, il y a des choses qui passent un petit peu au-dessus. Et je l'ai relu avec grande attention, donc les 2 fois 2 volumes. Et vous voyez, c'est des gens qui sont plus grands que la vie, à qui arrivent des choses très humbles.
Et pourtant, il y a quelque chose, il y a une dimension romanesque à laquelle je voulais rendre hommage. Et donc, je pensais que c'était un film d'acteur, et donc un film pour des stars. Et après, je me suis dit, pensant à cette compétition avec la télévision, je me suis dit, si je demande pour les petits rôles de flics, pour les petits rôles des mauvais garçons qui sont joués par des garçons adorables, des jeunes filles rebelles qui sont jouées par des jeunes filles rebelles et tout ça, si je commence à faire un casting, je vais faire concurrence à la télévision, je vais trouver des super acteurs de télé, qui vont faire. Et vous ouvrez la télé à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous avez des feuilletons sur la police et tout ça. Il ne fallait pas que je me situe sur le même terrain. Et donc je me suis basé sur les enquêtes d'Alexandre Nazarian, qui me disait, mais tu devrais venir rencontrer des flics. Et alors, peu à peu, on les a rencontrés. Et puis il y a eu tout ce processus qui a été assez long à se mettre en marche, et peu à peu est venue l'idée qu'il y aurait ces quatre acteurs qui sont quatre solitudes, Antoine, Reynard, Rogie, Léa et Sarah, et qui seraient entourés par des gens de Roubaix qui jouent leur propre rôle, ou des rôles très, très proches de ce qu'ils font dans la vie. Et c'est comme ça que s'est dessiné le film. Et il s'est passé quelque chose, c'est que, vous voyez, au début, donc, je rencontrais tous ces gens. Alors, Alexandre Nazarian, il m'a envoyé des vidéos. Un type que j'adore, qui est le boulanger au tout début du film. Il y a un fameux berger. Voilà, c'est le fameux berger, Monsieur Koulibaly. Et il avait une verve, il était formidable. Et donc je fais, vous voyez, je prends le train, j'arrive, on joue ensemble, Monsieur Koulibaly et moi. Et alors quand j'étais là, il était nul. Alors je me disais, je suis le pire réalisateur pour ce film, parce que dès que je suis dans la pièce, le mec est nul, et dès que je suis sorti, c'est un génie. Je ne savais pas comment faire, je ne me rendais pas compte comment ça marchait. Et peu à peu, je me suis rendu compte que c'était pas bien que je leur donne des textes. Vous voyez, moi j'ai toujours plutôt réalisé des films où il y a des textes. Et si je leur donnais des textes, ils ne savaient pas le faire, parce qu'ils n'étaient pas acteurs, je les mettais dans une position fausse. Et alors je me souviens, même, je pense très particulièrement à cette scène où le boulanger, c'est pas un spoiler, puisque c'est le tout début du film, où le boulanger parle avec la jeune flic, et il n'arrivait pas, il avait peur, alors que c'est un homme qui a peur de rien. Et il vient de, je ne sais plus quel, j'ai oublié le pays d'Afrique de l'Ouest dont il est originaire. Il nous avait raconté des histoires dingues sur la vie qu'il avait là-bas, comment il était berger, on lui avait tiré dessus avec un fusil, on a essayé de le tuer avec une machette, il s'en était sorti, et puis après il s'est dit, ok, je vais rouler, ma vie sera plus simple, etc. Enfin, des vies invraisemblables. Donc il n'a pas peur, il n'a peur de rien. Mais là, il y avait l'équipe de cinéma, il avait peur. Et je disais, mais vous allez avoir peur de français, c'est pas possible. Vous avez peur Et puis, je lui disais, si. Alors, comme vous voyez, il n'était pas acteur, souvent les gens qui sont des acteurs naturels, ils n'aiment pas faire plusieurs prises, ça leur pèse. Alors, je lui dis, écoutez, Monsieur Koulibaly, si vous dites mon texte, vous êtes puni, on refait une prise. Donc, dites comme vous dites dans la vie. Et tout d'un coup, il se met à parler, et il y a cette parole qui sort, et il dit à la jeune femme, moi j'étais un berger, et alors elle comprend, j'étais berger, elle comprend rien. Et il dit, mais non, madame, etc. Moi, je n'ai pas peur. Il commence à parler de sa vie, de ce que c'est pour lui de vivre à Roubaix, etc. Et tout d'un coup, là, ça marchait. Et avec les flics, c'était pareil. Quand je leur demandais de lire le texte, ça passait pas. Je leur disais, voilà, le but, c'est que Sarah dise à la fin de la scène qu'elle a volé la télé. Voilà. Il faut qu'elle dise où est la télé. Et vous débrouillez. Vous faites comme vous feriez au travail. Vous n'êtes pas acteur, vous êtes flic. Donc, soyez juste, faites le boulot de flic, quoi. Et donc c'est passé quelque chose qui a été vraiment comme une transe entre tous ces acteurs naturels qui improvisaient, guidés par Rogie, Léa et Sarah et Antoine, qui eux respectaient le texte au cordeau. Et tout d'un coup c'est passé une espèce de danse étrange, vous voyez, et que j'aime bien, que moi j'embrasse. Je parlais je pense à votre réaction devant ce mélange des genres, parce qu'il y a une infinité de façons d'être un être humain. Vous voyez, il n'y en a pas une. Et c'est ça que j'adore dans la distribution du film, c'est qu'il y a 1000 façons d'être au monde. Vous voyez, il peut y avoir des façons plus habiles, plus gauches, plus maladroites, plus embarrassées, plus labiles, plus charismatiques, ou plus effacées. Et j'ai l'impression que ça reflétait comme ça un état du monde. J'étais super long, promis, j'étais super S'il y a des questions déjà, levez la main, je vais circuler le micro de toute façon, donc commencez à préparer vos questions. Bah, oui, je poursuis sur le casting, parce qu'on ne peut pas ne pas parler de la route de Roche Dizem, du
choix de ce comédien, une sorte de super flic voilà, qui cherche à faire accoucher la personne, le coupable, voilà, d'une vérité, d'une parole vraie. Il y a toutes ces choses-là. Et déjà sur le choix de Roche Dizem, avec lequel vous n'avez jamais travaillé, déjà, est-ce qu'il s'est imposé déjà à l'écriture? Et comment ça se passe? Parce que je sais que sur les plateaux de tournage en général, vous aimez à jouer les personnages, pas les singer, mais à les faire. Et en général, c'est une source d'inspiration précieuse. Et que là, pour le coup, pour Rochdy, c'était compliqué, c'était difficile. Ben, Rochdy, je le connais depuis N'oublie pas que tu vas mourir. Ça fait vraiment longtemps qu'il était produit par une production et je le connaissais avant par l'écran dans les films de Téchiné, mais je ne le connaissais pas personnellement. Je l'ai rencontré par Xavier Beauvois. C'est un homme qui est très impressionnant, enfin que je trouve, je sais pas, je le trouve très impressionnant. Et il y a un côté princier comme ça, mais je ne suis pas du tout un prince, je suis un nanon, je suis tout épaté comme ça. Et donc on se croisait, on a un ami commun qui est Pascal Cocheteux, le producteur. On se croisait et j'étais le voir. Je ne pense jamais à des acteurs, c'était dans un coin de ma tête, mais je le vocalise jamais, je le verbalise jamais, parce que je suis trop superstitieux et je me dis si non, après je vais être malheureux, donc il ne faut pas le dire. Et pourtant, quand j'étais le voir ce matin-là, j'avais dit au producteur la veille, écoute, si jamais on verra, si Rochdy me dit oui ou non, et s'il me dit non, je ferai un autre film. Je ne fais pas celui-là. On fera autre chose, je ferai une adaptation, je ne sais pas, je change, mais je le dirai à la personne. Et je l'ai vu, je ne lui ai surtout pas dit ça parce qu'il sera enfui en courant. Et je lui ai dit, voilà, c'est souvent on peut te donner, et puis veille avec l'âge aussi. On te donne des rôles de flic un peu boutonnés, ou un peu renfermés, etc. Et en fait, j'aimerais voir Daoud sourire. Et je ne sais pas pourquoi Daoud, parce que ce qu'il voit, c'est pas facile. Il a une vie pas facile, et pourtant il sourit. J'ai dit, voilà, ton travail d'acteur serait de te trouver, mais ne me le dis pas. C'est de trouver pourquoi Daoud sourit. Il faut que tu trouves en toi cette forme de sourire. Et j'aimerais voir Rochdy aime sourire à l'écran. Voilà. C'est tout ce que je peux te proposer. Il m'a dit oui, donc le film était possible. Mais c'était de l'ordre d'une telle évidence. Comme commentaire, ce que j'ai envie de... Ah non, j'ai promis que je ferais court. Non, mais c'est la direction de Roche Dizem sur le plateau. Sur la direction de Roche Dizem sur le plateau, oui, mais comme il m'impressionne à mort, d'habitude, je fais l'andouille. Vous voyez, je joue tous les rôles. C'est vrai, je joue tous les rôles. Oui. Et quand il y avait Rochdy, je me disais, non, là, je ne l'ai pas fait. Et du coup, quand j'ai terminé le tournage, je me suis dit, je suis super digne quand même, j'ai réussi à ne pas jouer le rôle de Daoud devant Rochdy, de tout ça. Et à la première interview qu'on a fait ensemble à Cannes, j'étais tout fier de ma dignité. Et je dis, non, devant Rochdy, on ne joue pas, on l'écoute. Et Rochdy dit, mais non, c'est pas ça. Moi, j'ai rien dit encore. C'est le type qui dit, mais vous avez fait comment pour Daoud? C'est pas difficile. Je dis, c'est quelque chose qui joue. C'est vos micros qui sont déficients. Non, mais je crois qu'il y a un problème de pile. Je crois qu'il y a un problème de pile. À la première interview, le journaliste dit, votre Daoud est formidable, vous avez fait comment? Et Rochdy dit, oh, de toute façon, Desplechin, il jouait tout le temps, alors j'ai fait comme lui, et puis c'est tout. Donc en fait, j'ai fait l'andouille, mais sans m'en rendre compte. Vous voyez, j'étais trop inhibé, donc mais j'ai pas pu m'empêcher, c'était nerveux, et j'ai dû quand même jouer. J'espère que j'ai moins joué devant lui que d'habitude, et j'ai quand même joué devant lui sans le faire exprès. J'en avais pas le souvenir. Mais j'aime bien, si vous me permettez, parce que je trouve ça, c'est pas de moi, donc j'ai le droit de le dire, je trouve que ça éclaire le film, et c'est trois personnes qui m'ont appris ça. C'est quand juste en sortant de la projection le soir à Cannes, j'avais un texto adorable de Serge Toubiana, l'ancien rédacteur des cahiers, directeur de la Cinémathèque, auteur des livres que l'on sait, et avec un texto très enthousiaste, et il me disait, c'est merveilleux, c'est l'histoire d'un prêtre qui devient flic. Alors je me suis dit, je suis tout fier et tout ça, que je vais dire ça aux interviews et tout. Et le lendemain, matin, j'ai eu une interview avec un journaliste de film commun, les cahiers du cinéma américain, qui me dit c'est merveilleux parce que c'est l'histoire d'un flic qui devient shrink. Et donc je me disais, c'est pas pareil. Et c'est beaucoup plus tard que ça m'est arrivé, en montrant le film dans un cinéma à Vincennes. Je racontais cette anecdote de comment je m'étais fait enseigner par 2 fois.
le film que j'avais réalisé. Il y a une spectatrice qui me dit, en voyant votre âge, je pense qu'il y a un film que vous avez vu, et le film c'est ça. Et le Daoud c'est ça, c'est Les ailes du désir, et c'est Bruno Gans dans Les ailes du désir. Et quand elle m'a dit ça, c'est un film qui m'a tant marqué quand je l'ai vu à l'époque, vous voyez, quelqu'un qui a un mind reader, qui peut lire dans les esprits, et cette figure angélique, je pense à Daoud sur le toit de Roubaix, sur le toit de l'hôtel de Roubaix, qui dit voilà, la vie c'est comme ça, etc., et qui est capable de lire dans la tête des gens. Je trouvais que sa comparaison avec un ange de cette spectatrice était tellement... j'ai pas fait ce lien-là, mais c'est vrai, très juste. C'est assez juste. Ouais. Dernière, non pas dernière question, mais après, encore une fois, je prépare vos questions. Ce que j'aime beaucoup, et vous en parlez, et c'est une question assez... un moteur du film et une question forte, c'est vous référez à Claude Lanzmann, à son travail, et au travail de questionnement d'un flic, qui s'intéresse non pas à la question du pourquoi ce crime a été fait, mais du comment. Et ça, je trouve que c'est vraiment un pivot et une sorte de moteur comme ça du film, des interrogatoires, et on n'arrive pas à se poser la question de se dire mais pourquoi elles ont fait ça. Mais tout le travail est d'interrogatoire, d'aveu, de reconstitution, c'est la question du comment. C'est la modestie de Daoud qui est... Daoud, c'est aussi évidemment une figure de metteur en scène. C'est très, très certainement, on voit dans la scène de reconstitution quand même. Il y a la scène qui est sous la lumière, il y a la coulisse où souvent on va se cacher Léa, Sarah monte en scène, il y a les accessoires, le lit, le coussin, il y a le texte improvisé, dites-le, il y a les injonctions de jeu, maintenant vous jouez un rôle, c'est votre propre rôle, et il les dirige, quand elles font pas bien, il dit non, on reprend, pas comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, il y a le verre, il les met en scène. Et cette mise en scène, effectivement, c'est devant quelque chose qui est inhumain, et de tuer une femme en marchant sur son visage, une femme de 85 ans, c'est inhumain. Ben, la question du pourquoi n'a pas de sens. En tout cas, c'est pas une question de cinéma. Et la question du comment est de sens. Et c'est drôle parce que Daoud, il le dit une fois, il a un pourquoi dans un interrogatoire qu'il a avec Sarah, avec le personnage de Marie. Il lui dit mais pourquoi? Et il se reprend tout de suite. Fais-le. Comment vous avez mis l'oreiller? Il reprend tout ça. Et cette obsession du détail, de comment, de faire rejouer les scènes, que ça passe par la parole, de les reprendre encore, de reprendre par le détail. Et il me semble que par ce comment à la place du pourquoi, c'est la façon qu'a Daoud de prendre des femmes qui ont franchi une limite et qui ont fait quelque chose d'inhumain et de les ramener dans l'humanité. Et bien, c'est par l'humilité de ce travail, du comment. Et c'est le contraire d'un juge. C'est le contraire d'un juge. C'est qu'un flic. C'est qu'un flic. Et c'est ce qu'un flic que je trouve bouleversant et humain, quoi. Très joli. Et à travers tout ce travail-là, il y a vraiment, oui, c'est un rôle de psychanalyste, un rôle de prêtre, de faire une sorte de maïotique, comme ça, faire accoucher la personne de sa vérité. Bon, elle a été dans le mal, elle n'a pas fauté, c'est des mots qui sont connotés, mais faire en sorte qu'elle aille mieux en avouant, quoi. Mais en même temps, dans les scènes interrogatoires, moi je voulais en parler, mais il y a une violence. Je veux savoir comment est-ce que vous aviez travaillé ça, même au niveau les interrogatoires croisés, d'un côté Forestier, de l'autre côté Sédou, et la violence, le côté bad cop, good cop. Comment c'est une inspiration documentaire ou vous avez ça c'est en travaillant avec les flics. Oui, voilà. C'est pas surjoué, c'est pas un cran au-dessus, c'est pas un cran. Comment avec moi, j'espère que c'est toujours un cran au-dessus, c'est quand même du cinéma. Il faut que ça fasse spectacle. Puis j'avais une hantise, c'est que vous vous ennuyez en voyant les interrogatoires, parce qu'il y en a tellement. Alors il fallait que je varie mes façons de filmer, et que je fasse des trucs et que ça dépense. Et puis après, il y a cet émoi, il y a toute la vie du commissariat qui s'arrête. Je trouve ça très beau, il y a une dame humble dans une courée qui vient d'être étranglée, et toute la vie du commissariat s'arrête. C'est comme quand il y a la jeune fille qui vient de se faire violer, toute la vie du commissariat s'arrête pour trouver. Il faut trouver. Et du coup, ça monte, et les flics, quand je leur disais, vous envoyez le voix, ils envoyaient le voix, quoi, ils y allaient. Et ça, c'est une réalité, documentaire, non c'est une réalité documentaire, oui, c'est très documenté, mais après ça, vous voyez, j'aimerais pas m'en flatter, puis j'ai une vie tellement différente, c'est policier à côté de qui j'ai vécu pendant plusieurs mois, vous voyez. Mais vous voyez, par exemple, il y a une femme merveilleuse à qui j'avais demandé de faire l'incarcération de Marie
quand on lui fait prendre les empreintes, Oui. etc. Et ça me plaisait beaucoup parce qu'elle avait de très jolis tatouages partout sur les bras. Et c'est elle qui met le doigt sur l'encre. Alors il y avait une espèce de forme comme ça que je trouvais très attrayante. Comme ça. Elle est dure, elle est austère. C'est elle qui fait une espèce de frottis à l'intérieur des joues pour attraper l'ADN et qui est comme un viol pour le personnage qui ne supporte pas, qui se hait tellement, qui ne supporte rien. Et voyez, elle me disait, ah oui, hier j'ai... je sais pas, non, c'était la semaine d'avant. Il dit la semaine d'avant j'ai merdé. Et je sais quoi, et elle dit non mais je vais le faire, la scène ça va aller. La semaine dernière j'ai merdé parce qu'elle avait laissé je ne sais plus quoi, qu'elle n'avait pas été assez dure pendant la fouille. Et elle avait laissé un soutien-gorge ou quelque chose, machin, ou un bout de je ne sais quoi. Et l'incarcérée s'était suicidée dans la cellule. Elle disait là je vais pas merder. Et du coup elle était dure. Vous voyez, c'est des métiers durs. Parce que c'est la vie, la mort, la culpabilité, c'est dur, quoi. C'est vraiment. C'est une ville dure, les crimes sont durs. Donc ouais, c'est des gens durs. Et quand je me souviens le flic que j'aime beaucoup, qui est Benoît, qui est un colosse et qui est très très tendre quand il joue avec la jeune fille violée. Oui, c'est incroyable. Parce que dans l'interrogatoire, il n'est pas du tout. Il n'est pas du tout pareil. Il était bouleversant dans la scène quand on faisait des essais comme ça avec la très jeune fille qui est incapable de parler. Il va en rechignant en plus. Il dit ah non, c'est pour moi. Et quand il est dans la scène. Ça venait de lui, parce que lui il supporte plus les trucs depuis qu'il a des enfants, il supporte plus les trucs de viol parce que ça lui fait trop violence de le faire. Et en même temps, il est super bon à le faire parce qu'il est hyper humain, quoi. Ouais. Et en même temps, il a ce physique de colosse. Alors quand il fallait le lancer, après, quand je lui dis rentre-lui dans l'art à Marie et tout ça, et puis je ne trouvais pas. Il ne trouvait pas. Et puis je lui ai dit, tu te rends compte à qui elles ont fait ça? Et Sarah avouait pas. Elle voulait toujours pas avouer. Et tout d'un coup, il s'est mis à hurler avec la puissance de ce corps phénoménal qu'il a. Il a hurlé, putain, mais une femme de 85 ans, mais tu te fous de ma gueule ou quoi, etc. Machin. Et d'un coup, parce qu'il savait pourquoi il le jouait, c'était pour défendre une victime. C'était pour défendre un nom, Lucette, juste un prénom. Il y a ce prénom-là, et vous battez pour ce prénom-là. Alors, c'est pas de l'angélisme par rapport à la police, surtout, vous voyez, habitant dans ce pays, en ce moment, la situation est quand même complexe. Mais enfin, il y a une grandeur dans ces portraits de flics que nous faisions. Je peux continuer, hein. Il n'y a pas de problème. Donc, à vous. Bonjour. Bonjour. Non, moi je voulais savoir comment vous aviez travaillé avec Léa et Sarah, si en amont du tournage il y avait une préparation particulière ou si ça commençait le jour du tournage. Alors moi c'est un petit peu les... Si, j'aime bien... avec Sarah, j'avais vu un film... je vous raconte comment j'ai rencontré, parce que c'est comme ça qu'on a travaillé. J'ai juste 2 anecdotes, mais qui ne sont pas, je trouve, des anecdotes, qui sont des faits d'art qui viennent d'elle. Je l'avais vu dans M, le film qu'elle avait réalisé, où elle jouait le rôle d'une bègue, et je pensais... je l'avais vu en retard, parce que je l'avais raté à sa sortie, je l'avais rattrapé après, et donc quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'était un film qui n'avait pas été assez salué à mon goût, et du coup, je lui avais écrit. Et elle m'a envoyé un tout petit mot, comme ça, parce qu'elle n'a pas le téléphone, elle n'a pas Internet, elle n'a pas... Par son agent, sur le mail de son agent, elle m'a envoyé juste un petit mot après. J'avais envoyé une lettre et un petit cadeau, et un DVD, acheté. Et c'était Monica. Et donc j'avais envoyé ça, elle m'a dit quand vous voulez, où vous voulez. J'ai relu le scénario, je me suis dit putain, ça y est, c'est bon, quoi. Ça y est, j'ai Marie, c'est plié, quoi. J'étais tellement à genoux devant ce qu'elle faisait. Puis je me disais, dans un pays anglo-saxon, une performance comme dans M, elle aurait tout gagné, quoi. C'est hallucinant ce qu'elle faisait. Et je lui ai envoyé le scénario le lendemain, et c'est la direction d'acteur qu'elle m'a donnée, qui est la direction d'acteur. Elle m'a envoyé une photo de Falconetti dans Jeanne d'Arc de Dreyer. René Falconetti. Voilà, et c'était juste une photo, et peut-être elle avait rajouté oui en dessous. Il y avait un scan avec
je me suis dit, ben voilà, elle sait mieux que moi ce que c'est le personnage. On a un peu travaillé sur l'aspect physique, donc ça, vous voyez les dents abîmées, les boutons, les cicatrices, des choses comme ça, donc ça c'est une partie du travail, les costumes, beaucoup c'est là où je travaille, et si vous voulez, je suis tellement dépressif de tempérament que si je répète le scénario avant, j'abandonne tout. Et je trouve ça tellement nul que j'abandonne. Mais pourtant, alors ce que je fais, c'est que je fais des lectures, mais avec des acteurs séparés les uns des autres, pour voir si les mots leur conviennent, s'ils ont des petites obscurités, etc. Et avec Sarah, ça s'est passé d'une façon étrange, parce qu'on a fait une lecture, comme ça, on a fait 3 lectures, la même journée. On a fait une où elle a lu, je lui ai dit, s'il vous plaît, lisez un plat. On s'est tutoyé plus tard, donc si vous soyez à l'époque. Et je lui ai dit, si je vous en prie, vous gardez tout comme ça. Elle dit d'accord. On a posé des petites questions, tout ça, de textes, des scènes qui étaient obscures, et tout ça, qu'elle trouvait. Et elle m'a dit, bon, maintenant, on va voir à vous. Elle me tend le scénario, et je dis, c'est-à-dire, elle me dit, voilà, maintenant, je vais vous jouer toutes les scènes de Marie. Alors, j'étais avec Nazarian, j'ai dit, d'accord, j'ai lu toutes les scènes en jouant. Voilà. Alors, quand je ponctuais, quand je merdais une scène, je lui disais, vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas bien fait. Puis, quand j'étais content de moi, j'ai dit, celle-là, je n'étais pas mauvais quand même. Oui, je l'ai fait. Et après, elle a dit, je peux reprendre le texte. Et elle m'a donné une 3e lecture en larmes du début à la fin. On avait terminé la préparation de rôle. Après, Sarah, elle a une capacité de... Je pense à la scène que je voyais quand je suis arrivé, quand elle sort de la forêt la première fois qu'on la voit, elle joue avec tout ce qui se passe. Il y a un pigeon qui passe, un truc. Quand elle joue, elle se sert de tout. Elle est très animale. Oui, elle a ce talent-là. Mais une fois que j'avais Marie, restait le problème de Claude, et je voulais un couple sexy. Vous voyez, c'est un couple de femmes qui s'aiment mal, mais qui sont en couple. Et c'était très très dur de trouver des actrices qui ne soient pas dans le même régime. Parce que les 2 femmes, c'était un trait auquel je tenais très fort, c'est la séparation des rôles dans les tâches de l'amour. C'est-à-dire, il y en a une qui est l'amante, qui toujours, de toute éternité, a aimé, et l'autre qui, de toute éternité, a été aimé. Mais l'aimé n'aime jamais l'amante, et l'amante n'est jamais aimée par l'aimé. Ça ne marche pas entre elles. Quoi. Et donc, on cherchait... Sauf à la fin. Oui. Vous savez, c'est Jean Douché qui m'a dit ça. J'étais très touché, je pense à lui avec émotion, puisque je suis ici, j'ai pu le connaître pendant des décennies et des décennies. Et il m'a dit, c'est grâce à Daoud qu'elle devient un couple. Et il avait vu tout le film. C'était touché, quoi. Et donc, j'ai rencontré Léa, et on a commencé, pas à lire le scénario, mais à parler du scénario. Et à dire, c'est difficile parce que comme elle est aimée, les spectateurs, ils la blâment. Les spectateurs, ils préfèrent toujours l'amante à l'aimer, toujours. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour la défendre? Je dis, il ne faut pas comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Et puis peu à peu, en montant comme ça, elle parlait de son enfant, du fait qu'elle défendait quelque chose, cet enfant qui est absent, qu'on ne voit jamais peut-être parler. Et puis peu à peu, nos conversations est venue un truc, je me suis dit, vous voyez, je disais, et c'est pas moi qui le disais, c'est elle qui me soufflait, hein, il y a un désir d'échafaud chez elle. Et je pensais très fort à une performance d'actrice, c'est Anastasia Kinski dans Tess, à la fin, qui va vers l'échafaud. Et Tess d'Urbanville, elle pense, je suis noble. Et je suis de la haute, et je suis une fleur dans le caniveau. Quoi. Évidemment, mes conditions de vie sont épouvantables, mais je suis noble. Et du coup, il y a cette phrase, ça a éclairé une phrase qui a été dite dans la vie que je trouve magnifique, c'est « tu te rends pas compte qu'en disant ça, on va à la guillotine ». Et il y a une espèce de désir, pas de sacrifice, mais de choses comme ça. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est cool parce que j'ai... Jeanne d'Arc qui sort avec Tess, je la filme. Voilà, et après, en filmant Léa, elle était surprise elle-même de... Je lui disais, c'était le mot que j'utilisais, enfin, mais une fois de plus, c'est elle qui me l'avait soufflé, et je lui dois la compréhension du personnage de Claude, c'est qu'elle persiste. Elle persiste dans son être, elle tient tête, et elle s'effondre. Et elle tient tête, et elle s'effondre. Et c'est ce moment, ce mouvement que Léa arrive à incarner, que j'ai trouvé... magnifique. Une fois, j'ai compté sur la table de montage, je crois dans le film, 7 fois elle s'effondre, et la 8e fois, elle remonte encore sur le cheval, et elle tient tête, elle persiste. Et cette obstination du personnage, je trouve ça sidérant. Et ça faisait couple, quoi. Elle faisait couple, et effectivement, à la fin, elles ne se sont pas aimées, mais elles font couple dans les 15 minutes qui les conduisent vers la prison. Quoi. Et ben, elles seront un couple pas très heureux, mais un couple.
parce que c'est toujours, je trouve que c'est toujours intéressant ce que vous dites sur le personnage comme ça qui se dévoile avec le comédien, la comédienne, et au fur et à mesure, mais aux yeux du réalisateur même. C'est-à-dire que le réalisateur comprend son personnage avec son casting, avec voilà. Alors qu'on a souvent cette image-là d'une sorte de réalisateur peut-être puissant qui a tout compris, qui est un peu un grand manipulateur et qui sait où va son personnage. Et là, je trouve que c'est toujours assez beau d'entendre ça qu'il y a beaucoup de réalisateurs. Mais si vous voulez, c'est ce que je disais quand je disais j'ai aucune imagination visuelle, j'en ai eu honte énormément. Et de 18 ans à 30 ans, j'en avais très honte. Et puis après, je me suis dit, c'est une chance, parce que pour moi, une bonne scène, quand je suis en train d'écrire, en ce moment, très maladroitement, des trucs très mauvais, une bonne scène, c'est quand je ne comprends pas ce que les gens disent. Quand je me dis, mais pourquoi il dit ça? C'est bizarre, et c'est étrange. Et je me dis, si c'est étrange, un acteur va adorer le jouer. Et c'est lui qui va m'expliquer pourquoi le personnage dit ça. Je pense qu'une bonne réplique ou une bonne scène, c'est une scène où il y a une énigme, et le travail de la mise en scène, c'est d'éclairer cette énigme pendant le tournage. Il faut choisir un extrait. Alors j'en ai calé 3. Alors, il y en a un que j'ai choisi, c'est le début, c'est la fausse déclaration, que je trouve assez un peu plus légère, j'en avais jamais fait, que je trouve que j'aime bien dans sa durée, et en même temps je trouve que ça dévoile pas le film et ça en dit beaucoup en même temps. Donc on cale celui-là. Super. Bon, alors on va caler l'extrait numéro 1. Donc en même temps encore de questions. Si je peux le dire avant, c'est la scène avec Philippe Duquesne. La fausse déclaration, c'est le mec qui a brûlé sa voiture, oui. J'aime ça parce que on s'est entouré de tellement de gens de Roubaix qui nous ont apporté une vie formidable dans le film. On avait une difficulté, c'est qu'au début, il y a cette scène, et c'était important, vous voyez que ça marche avec ce coup-ci, on découvre Daoud, on découvre sa façon qu'il a d'être, etc. Et on a rencontré pas des gens qui ont brûlé leur voiture, on a rencontré des gens qui vivent pareil que Dos Santos, qui sont pareils. Et le problème, c'est que c'était dans une telle pauvreté que les spectateurs ne pouvaient pas rire. Oui, alors ça, mais quand vous voyez un type qui, pour 150 € crame sa voiture, se crame lui-même la gueule, sort au truc, etc., vous regardez ça, vous pleurez, quoi. Et du coup, c'était pas possible. Du coup, c'était le seul acteur, si vous voulez, qui pouvait le jouer, parce qu'il avait la connaissance de ces gens-là, et qu'en même temps, il pouvait en incarner la comédie, le côté carrette du personnage. C'est pour ça que j'étais très honoré de le filmer. Puis Rushdie m'avait dit, il faut que je rie, puisque tu m'as demandé ce sourire de Daoud, il faut que je rie. Il me dit, alors Duquesne, je l'ai vu au théâtre, lui, il me fait rire. C'est comme ça que le concert s'est posé. Tout le monde, qui n'a pas vu le film? Qui n'a pas vu le film? 10 fois. Très bien. Ah, ok. Donc la majorité des gens ont vu le film. Il faut préserver ce qu'ils n'ont pas vu. Alors voilà, donc on va pas spoiler. Après, on a encore 2-3 minutes. Ce que j'aime beaucoup, j'aimerais peut-être en parler après, c'est la multiplication des intrigues et tous les fils narratifs. Je trouve que c'est pour moi une grande réussite du film, le fait que l'intrigue principale arrive au final assez au bout d'un quart d'heure, on la perd, il faut la retrouver. Voilà. Ça, au niveau de la construction du film, je trouve ça très bien mené. En tant que spectateur, c'est un vrai plaisir de spectateur aussi. De se faire perdre comme ça pour tout d'un coup retrouver une... Donc ça, j'imagine, à l'écriture, oui, c'était... c'est une chose qui était... C'est-à-dire, pour ceux qui ont pas vu le film, c'est que vous faites connaissance de Marie et Claude, de Sarah Forestier et assez doux, au début du film. Et c'est des victimes. Bien sûr que c'est des victimes. Et évidemment, tout en aime des victimes. Et du coup, moi, les regardant, je les aime comme des sœurs. Comme des sœurs perdues, je sais pas. Et après, voilà qu'elles sont suspectées. Mais sauf que comme vous les avez aimées, c'est trop tard. Vous ne pouvez plus dire, ah ben non, je l'aime plus. C'est pas vrai, vous l'avez aimée. Donc vous faites quoi avec ça? Vous faites quoi avec l'affection que vous aviez pour elle? Maintenant que vous découvrez que le gouffre s'ouvre sous vos pieds et vous êtes captif de ça. Ça, c'est Dostoïevski. Alors, on va...
Voilà la méthode Daoud. Enfin, je trouve que la scène est assez éclairante dans un registre un peu plus léger, mais ça apporte quelque chose, une autre couleur aussi au film. C'est ce que dit Ogda. Non, avec un seul, c'est s'en sort très bien. Sinon, on va pas aller ensemble. Non. Les deux sont cassés. Non, c'est Matériel déplorable dans une voiture de target. C'est embarrassant. Il remarche. Vous avez réussi. Je suis magicien. Ouais, c'est sûr. Il y a une scène comme ça plus tard, sans déflorer, qui est un petit peu la fin de l'ouverture du film, où le jeune flic demande, la loi demande à Daoud, mais vous savez toujours si un suspect innocent ou coupable, et Daoud il dit toujours, oui je le sais bien sûr. Et il dit, vous faites comment? Et je pense comme. Mais c'est qu'il est pareil que. Donc il se dit, qu'est-ce que j'aurais fait si j'étais dans la mouise, que j'ai ma voiture, c'était sur le. Je l'aurais brûlé pour essayer de payer 150 €. Hein. Je sais pas. Mais c'est le contraire d'un juge. C'est parce qu'il est pareil que. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est un mystère. Allez-y. Non, mais je voulais parler rapidement d'Antoine Reynard, de son choix. C'est le narrateur, en même temps un narrateur qu'on perd au bout d'un moment, et un personnage d'appoint très important aussi pour la narration et pour le déroulement du film. Je suis toujours fan de Reynard, après avoir vu 120 BPM, il était absolument admirable. Et donc j'avais le très fort désir de jouer avec lui. Je crois que ça c'est un spoiler, mais c'est un spoiler aussi pour les gens qui ont vu le film, donc j'ai le droit de le dire. Je crois que son personnage est gay. Je pense toujours à ça dans la scène des vestiaires, quand il se retrouve avec les types qui font des blagues d'hommes, etc. Et qu'il y a un malaise, où si je m'identifie à lui, je pense que je suis pas pareil qu'eux. Et ça me touchait, et ça me touchait, si vous voulez, qu'il y ait un narrateur et un héros, quelqu'un qui est narré. Et que jamais Daoud n'est le narrateur, et jamais le narrateur ne devient le héros. Et il y en a un qui aspire à la grâce et qui ne l'a pas, et l'autre il a la grâce. Et c'est absolument injuste, et c'est comme ça. Et ça me plaisait. Et c'est comme quand je parlais des rapports entre Marie et Claude, c'est que les rôles sont séparent les gens. C'est vraiment d'avoir 4 solitudes et pas 2 couples. Et c'est que chacun est seul, absolument seul. Et je pense au monologue que m'a donné Reynard quand il écrit et quand il parle comme ça de son aspiration à la foi quand il était enfant et de son horreur de la foi religieuse et tout ça. Il y a des souvenirs très certainement d'un journal d'un curé de campagne, de Bresson, de choses comme ça dedans. Et je trouve qu'il m'a donné un gros plan qui valait son apparition dans le film, je trouve. Merveilleux de naïveté, d'embarras, et d'avoir accepté à porter ça, ce à qui la grâce aura manqué. Qui est terrible, quoi, et qu'il arrive à porter jusqu'à la fin du film. Jusqu'à le sourire qu'il offre dans la scène de la course, qu'il offre à Daoud, et quelque chose vient se réparer dans ce sourire. Alors, indirectement, après, moi je ferai passer le micro, je dirais. Non, une question technique, même de chef-op, sur, par exemple, dans la scène d'interrogatoire, la question des zooms. La question de la façon dont vous cadrez, par exemple, Roche Dizem,
et la façon dont la caméra s'approche comme si elle cherchait quelque chose dans le visage, une sorte de... Qu'est-ce que je... Parlez-nous peut-être de ça, parce que c'est un parti pris, qu'on voit cette caméra flotter, et en même temps, à un moment, chercher quelque chose, ou aller scruter quelque chose sur les... Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je repère très bien un zoom. Quand Daoud rentre chez lui, pose son journal de course, allume son ordinateur, et voilà qu'il entend des chats miauler, et d'un coup il y a un zoom, très rapide, qui vient des années 70. Qui vient du privé, non? C'est pas ça? Qui vient du privé d'Altman, très certainement, et qui vient de films comme ça. Et c'est parce qu'on avait mis la scène, comme ça, j'avais prévu la scène, et la scène c'est toujours difficile de filmer des gens qui s'ennuient, parce que d'un coup, j'ai pensé aussi peut-être à du cinéma asiatique, peut-être plus qu'à du cinéma américain. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il aurait fait John Woo? Il aurait zoomé à fond sur le visage de vitesse et tout ça. Et du coup, on l'a fait, et c'était saisissant, et ça marchait. Alors du coup, on l'a gardé, et Roger arrivait à s'en servir, et c'était bien. Mais par exemple, dans la scène qu'on vient de voir, les travelling et tout ça, c'est beaucoup plus en travelling qu'en zoom. Alors, peut-être travelling. Mais c'est vrai que, ouais, il y avait l'envie tout le temps de recadrer, de refixer, de mettre en scène cette parole, de la découper. C'est vraiment un film de... Vous voyez, vous parliez au tout début du fait qu'il y avait un mélange de fiction et de réalité, vous voyez, enfin d'appétit de réel dans le film et d'appétit de fiction en même temps. Et c'est vrai que moi j'ai commencé le film en disant je vais mettre la fiction à la porte pour une fois dans ma vie. Et la fiction est rentrée par la fenêtre. Si, j'y suis arrivé, mais elle est rentrée par la fenêtre avec les acteurs, quoi. Donc je ne pouvais pas empêcher ça. Et je pense ultimement que c'est un film comme tout est vrai, que c'est des faits vrais, tout s'est passé comme ça, le type a brûlé sa voiture comme ça, tout est vrai, les faits sont des faits collectés, vrais, documentés, etc. Et donc ce qui reste, c'est la mise en scène. Et donc du coup, j'ai eu une complicité très très forte avec la jeune femme qui veut bien m'assister sur les films, qui s'appelle Marion Dehaene. Et sur les découpages, c'était des séances interminables de découpage pour savoir comment on allait filmer ce truc. Même si c'était du matériel brut, je tenais à ce qu'il soit mis en scène. Et donc, avec des travelling, avec des approchés, avec des découpages, des chants contre chants, des amorces, plans à l'anglaise, plans à la française. C'était très très découpé comme film. Ça me revient. La question de faire accoucher donc d'une parole et comment vous parliez de René Falconetti dans Jeanne d'Arc de Dreyer, et se dire comment les textes vont pas aller contre l'image, contre le visage. C'est-à-dire que comment ce qui est dit, ce que va dire le personnage, ne va pas aller à l'encontre de ce qu'il peut dire sans le texte. Je sais pas. Ben moi, je regarde pas mal de films muets. J'étais un peu déçu parce que j'ai pas trouvé quel film muet mettre dans la liste que vous m'aviez demandé. J'en ai pas mis, mais quand je regarde un film, je suis vraiment très immature. Mais quand j'ai un film, quand je regarde un film, j'ai 11 ans. J'écoute à peine ce que les adultes disent à l'écran. Je dis, oh là là, ils ont l'air en colère. Là. Pourtant, vous faites des films très bavards. Oui, mais j'écoute pas. J'aime bien entendre le bruit des êtres humains, ça me plaît le bruit. Après, ce qu'ils disent, si au théâtre, je vais écouter ce qu'ils disent, mais au cinéma, je n'écoute pas vraiment ce qu'ils disent quand même. Et du coup, ça ne me gêne pas, je regarde comme. Et puis souvent, quand je monte les films, je les monte en muet, et je ne monte pas avec les dialogues. Je monte avec de la musique, et je mets les dialogues après. Mais je monte sans dialogue, je crois que les visages. Et c'est quelque chose qui m'apparaît, vous voyez, dans ce que je vous disais sur l'idée que des femmes ont transgressé, qu'elles sont plus dans le champ de l'humain, et puis que Daoud, il les récupère parmi nous. Je crois que le cinéma a cette puissance qui est peut-être jamais apparue de manière plus lumineuse que dans le cinéma muet, mais qui est toujours dans le cinéma d'aujourd'hui, qu'il soit filmé en digital, en 35, peu importe. C'est que vous faites le gros plan de quelqu'un, et je pense... ça peut être choquant, mais je pense qu'il y a un privilège au visage féminin, mais ça arrive avec des visages masculins aussi. Et vous faites un gros plan, je pense à l'invention du gros plan, je ne sais pas, vers 1900, il faut attendre quand même tard, il faut attendre 1915, un truc comme ça, 1910. Vous faites un gros plan et vous le projetez,
Et il y a un truc qui ne se passe pas en photographie, enfin un peu en photographie, mais c'est pas pareil en photographie, c'est pas pareil en peinture, c'est pas pareil au théâtre, c'est pas pareil dans les romans. C'est que derrière un visage humain, il y a une âme. Et le cinéma, c'est la preuve de ça. Et c'est pas une âme au sens religieux du terme, je suis pas quelqu'un de religieux, mais il y a un truc qui s'explique pas, qui est que chacun a une lumière à l'intérieur, quelque chose il y a une flamme, il y a quelque chose qui est unique et que la caméra arrive à capturer, à enregistrer et à projeter. Et quand vous êtes dans la salle, ce miracle de cinéma vous apparaît. On a l'impression d'entendre parler Eugène Green, qui filme ses comédiens face caméra, comme ça, et qui lui cherche vraiment ça. Bien sûr. Dans l'équilibre d'un visage, dans une symétrie. Bon. Faites gaffe, le micro ne marche pas, ne vous inquiétez pas. Le mien ne marche pas non plus. Bonjour, ça marche. Je m'appelle Daria. J'ai mon collègue à côté de moi. Est-ce qu'il parle mieux que moi? Mais bon, ok, je vais essayer de dire. J'ai vu déjà votre film et j'avais les impressions plutôt lourdes, douloureux pour moi, c'était votre film. Et là, j'ai revu cette scène et c'était tellement drôle. J'ai oublié ça et je pense qu'il y a plus de moments comme ça. Et en effet, le plus c'est drôle, les scènes comme ça, le plus le film devient douloureux. Il y a quelque chose que j'aime bien d'ailleurs dans les autres films. Mais ma question c'est un peu plus large. Je vais souvent à la cinémathèque et je suis venue voir quelques films, votre film. Et je me souviens que vous avez parlé que c'est important d'avoir un intermédiaire entre le film et le public. Et je suis d'accord, deux fois ça aide vraiment. De plus, ça devient très intéressant de découvrir tout ce qui s'est passé autour, de savoir tous les détails. Et j'ai vu que vous êtes venu souvent donner des masterclass. Il y avait le film de Hitchcock comme The Wrong Man. Et ma question c'est, vous pensez que les rencontres avec le public comme ça peut aussi, comment dire, ça peut aussi apporter une possibilité que vous pouvez rencontrer quelqu'un, je ne sais pas, des nouveaux talents, des gens que vous allez s'intéresser aussi, vous allez vous intéresser aussi à ce que nous, les cinéphiles, ce que nous faisons comme le film, comme le travail. Merci. Mais ça compte pour moi, j'ai envie de vous répondre de beaucoup de façons, j'essaie de trouver la plus simple. Vous voyez, je commençais en disant, en ce moment je suis en train de travailler, je ne sais pas du tout à quoi, je fais des trucs, des scénarios, des bouts de scène, des choses comme ça. Et ça, il m'importait de venir chez vous à Potemkin après à la sortie DVD du film, parce qu'aujourd'hui les films ont des sorties plus longues que ce que vous avez, enfin plus courtes en salle et par les supports digitaux, enfin ou les films en ligne, ou bien les DVD ont des vies plus longues. Parce que vous voyez, de la même manière que les acteurs m'apprennent le film, les spectateurs m'enseignent ce que j'ai fait. J'ai besoin de sentir ce que les salles pensent, comment elles réagissent, qu'ils aiment bien, leur coup de cœur. Et il m'importait à la cinémathèque d'aller à la rétrospective pour sentir quelque chose de l'état du cinéma maintenant. Et c'est pas moi tout seul qui le pense, c'est moi avec le public. Et donc c'est vrai que c'est des rencontres qui m'importent. Pour les rencontres, des nouveaux talents ou des choses comme ça, la manière que j'ai de travailler est tellement ouverte, c'est-à-dire qu'on rencontre n'importe qui et tout le monde. Je ne peux pas vous dire d'autres choses, c'est assez simple. Je suis un type vraiment assez simple, je travaille dans la même maison de production depuis 25 ans. Donc on téléphone à la maison de production quand il y a un film qui est annoncé, on demande à Alexandre Nazarian, c'est toujours le même qui fait le casting, il rencontre. C'est simple, on voit tout le monde, on a tous les gens, donc on accueille. Donc c'est pas les rencontres du public, c'est pas tellement pour rencontrer les gens, parce que ça c'est dans le cadre du travail qui se fait très naturellement, de manière très très ouverte. Et c'est vrai que et avec pudeur, je vous parle je suis obligé parce que je suis sur un tabouret ridiculement trop haut, j'ai un coca, j'ai pris un anxiolytique avant et je vous parle avec beaucoup d'anxiété. Vous voyez, parce que j'ai le trac, bien sûr. Parce qu'on fait ça, je ne saurais pas faire un acteur ou des choses comme ça, donc rencontrer le public, ça me terrifie et pourtant j'en ai besoin.
j'en ai besoin pour pouvoir imaginer le film d'après. Parce que le film d'après, j'ai un devoir de fidélité au film précédent que j'ai fait, et j'ai un devoir de surprise, d'essayer de vous surprendre. Et donc ça, c'est vous qui me l'enseignez au fur et à mesure de la vue du film. Je vous donnais ainsi l'exemple de cette spectatrice qui m'apprenait et qui me disait, bah oui, mais c'est parce que vous avez aimé Bruno Ganz dans Les Ailes du désir que vous avez filmé Daoud. Et je me dis, bah voilà, elle a raison, elle est beaucoup plus maligne que moi, et c'était extraordinaire. Et vous parliez des passeurs, je pense que c'est un bon endroit pour évoquer sa mémoire de gens touchés. Juste avant de rentrer... Il était venu ici. Qui était venu ici, pour le film... pour la plupart, il a fait un... Ah, c'était pour le Paris-Vulpard. Et il y a eu des très grands passeurs. Moi, j'ai eu la chance de ne pas rentrer tout de suite à l'école de cinéma et d'avoir été à l'université. C'était démentiel. C'était l'école d'Année. Oui, j'ai été au cours d'un grand écrivain qui s'appelait Serge Danier, qui était très connu à une époque. Et si les cours étaient tellement pleins qu'il y avait tout le monde dans la salle et dans le couloir. Et alors les gens enregistraient et ils disaient qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Il y avait tout le monde qui venait pour entendre la parole de ces passeurs. Et aujourd'hui, avec Internet, avec tous les blogs, vous voyez les trucs hallucinés, chacun qui donne son avis, etc., le fait que beaucoup de critiques écrivent sur des blogs, la parole de tous ces passeurs qui ont été si importantes en France, mais pas que en France, hein, au Japon aussi, je pense à M. Assoumi, je pense aux États-Unis où l'importance de Pauline Kael, de l'éléphant et la fourmi, enfin tous les grands critiques américains, etc., ont été très importantes et ont nourri les cinéastes. Aujourd'hui, cette parole est peut-être moins importante. Donc la parole du public a un peu remplacé, il me semble, aujourd'hui, et d'endroits comme ici, a un peu remplacé la parole des critiques qui pouvaient être très importantes et fertiles il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est plus dans un rapport direct ou dans des lieux comme Potemkin, la Cinémathèque, où ces rencontres-là viennent nourrir les réalisateurs. Et une dernière question. Bonjour. Vous savez, quand j'ai vu le film pour la première fois, je ne m'attendais pas forcément à ça, en termes d'énergie. Je ne savais pas comment le tourner autrement que l'énergie. J'ai cherché ce qui avait si différent avec ce que vous aviez fait avant. Et c'était un rapport à la sensualité, au personnage. Je ne savais pas exactement. Et je me suis rendu compte de tout ça. Ça se polarisait effectivement, pour moi en tout cas, autour de la sensualité que vous donniez à vos personnages et que la sensualité de Roger Dizem était absolument différente de celle de vos protagonistes masculins précédents. Et même dans le regard qu'ils portent sur le monde, vous en avez pas parlé, moi je pense que c'est le commissaire Antoine, je dirais une bêtise, c'est qui est dans un fait. Ah, peut-être, je ne sais pas où vous avez... Et voilà, et en fait, je voulais savoir comment est-ce que vous aviez construit cette nouvelle virilité pour ce nouveau personnage, parce que c'est tellement différent, encore une fois, de travailler vos... J'ai envie de dire, oui, j'ai 10% d'action et il y a 90% d'actions qui appartiennent à Roger. Mes 10% à moi, c'est d'avoir follement désiré ce sourire de Daoud et cette absolue humanité qui n'est pas de la compassion, qui n'est pas le pardon, il ne pardonne pas, mais qui est le fait de regarder un autre être humain entièrement, de l'accepter entièrement, avec ses défauts, ses zones d'ombre, ses qualités, de l'accepter, de dire voilà, tu es un être humain, je suis un être humain, et on partage le film. Et ça, je le dois à Roger. Moi, mon seul talent serait de désirer infiniment que Roger m'offre ça. Et je pense que ça ressortait aussi de sa solitude, du fait que je pense qu'il y a un secret, il y a une scène, voilà, je reçois ce que vous me dites, je reçois avec fierté, et je voudrais juste mentionner une scène qui me tient très à cœur, où le jeune acteur, dont le nom m'échappe et qui est formidable, c'est Daoud va en prison, son neveu ne veut pas le voir, et il y retourne, et son neveu le voit, et son neveu le hait absolument. C'est une haine absolue, radicale, entière, une haine. Il n'y a aucune raison à cette haine. Et Daoud, il accepte ça et il sait qu'il est haï. Il sait une chose, c'est que sa famille le hait, qu'il n'a plus de famille, qu'il n'a plus rien. Et pourtant, il sourit. Et je crois qu'une part de son humanité, de son ouverture au monde, de sa façon d'être viril,
cette douceur virile qu'il peut avoir, de ce côté féminin. Il a un côté très féminin aussi, je trouve qu'il a les deux. On sent sur les chevaux aussi. Et on sent aussi dans les scènes avec les chevaux, c'est cette façon très mûre et en même temps enfantine, enfin ce paradoxe que Rushdie arrive à incarner avec Daoud. Je pense que ça vient aussi du fait qu'il se sait haï et qu'il est capable d'y faire face et de ne pas avoir la réponse. Et quand le geôlier lui dit mais pourquoi il vous déteste et tout ça, il dit les parents de ses parents, je sais pas à moi à y répondre. Moi je suis juste haï. Mais c'est pas à moi à dire pourquoi je suis haï. Je suis haï, c'est comme ça. Et ça lui donne une fêlure, une acceptation de l'humanité que je trouve renversante. Je vous remercie pour votre commentaire. Alors, bon bah, ça m'arrêtait là. Avant ça, donc je vous ai fait choisir quelques DVD. Bon, je me réjouis un peu, on n'a pas tout en rayon, mais on ne va pas parler de tout. On a déjà parlé de Fléchette. C'est indispensable. Indispensable, vraiment. Les films, le titre français est pas mal, mais le titre anglais de New Centurions est vraiment très beau. Alors, je ne sais plus ce que j'ai mis dans la liste. Alors, moi j'en ai choisi. Un film moi, que j'ai beaucoup aimé, c'est de Almodovar, Douleur et gloire. Mais j'ai une année bizarre parce que il y a pas, c'est ma maladresse, hein, je ne sais pas vous comment vous avez vécu ça, mais ça n'a pas été une... Pas du tout que ça n'a pas été une grande année de cinéma, c'est que j'ai vu peu de films qui m'aient bousculé, réappris le cinéma, donné envie d'aller au cinéma. Cette année était une année, et dans les journaux, ils n'arrêtaient pas de dire quelle année exceptionnelle, quelle année exceptionnelle. Et je voyais des trucs et ça. Et j'ai eu des très grands chocs de cinéma. Et moi qui ne suis pas du tout un spécialiste de... Et j'avais beaucoup aimé Rulieta, qui est un film qui est vraiment très mal aimé. Et j'adore l'écrivain aussi. Donc je suis de mauvaise foi, c'est que j'adore l'écrivain qui l'avait adapté. Mais celui-là, la performance d'acteur, enfin les retrouvailles quand son compagnon revient et qu'il se retrouve et qu'il dit je reste dormir et tout ça. Moi qui aime plutôt le cinéma pleurant, voilà, ça fait pleurer. Mais Antonio Banderas, c'est un immense comédien. Immense comédien. Mais c'est incroyable. C'est une performance, puis il y a une magie qui se passe dans le rapport entre le metteur en scène et l'acteur. Enfin, c'est sublime, c'est le cinéma à son plus haut. Vous auriez envie de faire tourner quelqu'un comme Banderas Je serais trop remarqué, j'ai réussi à faire tourner Roger Dizem, mais je parle pas espagnol, ça s'apprend. Non mais je crois que c'est pas anglais. Alors, un film que j'ai adoré, que j'avais aussi adoré, hein, mais Phantom Thread de Paul Thomas Anderson. Voilà, ça là vous dites un chef-d'œuvre. Le cinéma ça sert quoi, le cinéma ça sert quoi. Avec Daniel Day-Lewis et Vicky Krieps qui est absolument renversante. Qui est une révélation, je ne sais pas si c'est une révélation parce qu'on la connaissait dans les seconds rôles, mais là elle n'est pas que dans les seconds rôles, elle était absolument formidable et ça ne se voyait pas dans un film qui est décrié, qui est un très bon film, on en avait parlé une fois, qui est le jeune Karl Marx. Ah oui, et elle jouait l'épouse de Karl Marx, de Jenny Marx, et elle était formidable, oui, ça se voyait déjà. Mais là, ce qu'il y a, c'est qu'elle tient la dragée haute à Daniel Day-Lewis, qui est quand même... qui est un monstre. Qui est un monstre, quoi. Et bon, un film, ma maison, une sorte de film culte de la boutique qu'on a édité, mais qu'on adore tous, c'est Le Privé d'Altman. Oui, ça c'est avec une des scènes, je ne citerai qu'une seule scène, c'est le Gould, la scène dans l'interrogatoire quand il est filmé derrière le miroir sans teint et qu'il est en impro. Oui. Et ça, c'est un des plus grands moments de jeu qui soit, c'est superbe. Et puis bien sûr, la scène des chats, quand même. Bien sûr, la scène des chats. Chef la bâté pour chat, l'inspiration est partout. C'est un très beau film. Voilà. Écoutez, Arnaud, merci beaucoup. Merci d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. On se retrouve vers la grande table pour ceux qui veulent acheter des DVD ou le Blu-ray et Arnaud, c'est un plaisir de les casser. Voilà.